Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 3 juin 2008 et j'ai le plaisir de vous présenter le 49e numéro d'Entre nous soit dit. Entre nous soit dit a aujourd'hui le plaisir et l'honneur d'accueillir le professeur Luc Montagnier. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes entre la France et les États-Unis et bien d'autres pays aussi. Je sais que vous repartez très prochainement pour les États-Unis, donc merci d'avoir consacré ces instants à notre télévision. Alors j'ai d'autant plus de plaisir à vous recevoir que vous publiez un ouvrage que j'estime fondamental, passionnant à tous égards, non pas seulement par la qualité scientifique, je ne me permettrai pas de juger, mais tout simplement parce qu'il apporte à l'opinion publique, un peu éclairée dirons-nous, des éléments fondamentaux pour savoir ce qu'il en est de l'état actuel de la médecine et au-delà de la médecine, de la santé. Alors voici donc cet ouvrage, Luc Montagnier, Les combats de la vie, un ouvrage qui vient d'être publié aux éditions Jean-Claude Lattès, si je ne me trompe, c'est bien cela. Alors c'est un ouvrage, professeur, qui, j'allais dire, résume, c'est un mot qui ne convient peut-être pas tout à fait, on ne résume pas la médecine, en tout cas qui résume vos recherches, vos combats, et qui surtout ouvre des pistes nouvelles. Alors bien entendu, tout le monde vous connaît comme l'homme qui a découvert, isolé le virus du sida, c'était en 1983, quelques mois avant que votre collègue et désormais ami, Monsieur Gallo, le découvre à son tour. Il paraît que vous êtes maintenant les meilleurs amis du monde, donc tout va bien. On l'était avant. Vous l'étiez déjà avant. Donc on est revenu amis. Vous êtes redevenus amis après, je dirais, une compétition qui est une très bonne chose. Vous savez, les Américains, je ne sais pas si vous êtes arrivé de jouer au flipper, mais sur les flippers, il est toujours indiqué « It's more fun to compete ». Et donc, pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est plus amusant, la compétition est plus amusante. Oui, c'est plus culturellement accepté aux États-Unis qu'en France. Plus aux États-Unis qu'en France. Et donc, effectivement, après cette compétition, qui a donné quand même à l'humanité quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire la découverte d'un virus qui est un fléau, eh bien, l'amitié scientifique et l'amitié tout court ont repris le pas. Alors, bien entendu, ce livre est empli de l'affaire du sida, mais pas seulement, il y a beaucoup d'autres pistes que vous évoquez, mais revenons quand même, non pas tout de suite sur le sida, mais sur votre propre parcours, car au fond, on vous a tout simplement viré pour cause d'âge. Alors racontez-nous comment ça s'est passé. Oui. Ben, ça s'est passé en 1996, il y a eu un nouveau décret qui a dit que les directeurs de recherche du CNRS devaient partir à l'âge de 65 ans au lieu de 68, alors que les professeurs, eux, continuaient. Donc c'est une sorte de coup près. Bon, moi je m'étais un petit peu préparé, disons, donc ça ne m'a pas trop gêné. Donc je suis parti, effectivement, j'ai commencé à faire une nouvelle carrière aux États-Unis. Oui. Mais pour d'autres de mes collègues, oui, ça a été très sérieux, ils ont pas du jour au lendemain. Alors c'était des gens très respectés, évalués par leur père, qui avaient un laboratoire, et ils ont dû le quitter très rapidement, en quelques mois. Donc ça a été un sale coup, je pense, pour la recherche française. Oui, et un sale coup d'autant plus difficile à accepter que peu de temps auparavant, le ministre en charge, qui était, si je me souviens bien, M. Perben, avait fait une magnifique affiche qui vous classait parmi les bienfaiteurs de l'humanité, avec Pasteur et quelques autres. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Alors effectivement, je me suis un petit peu démené et j'ai vu le ministère de tutelle, qui était M. Bayrou à l'époque, oui. C'est le ministère de l'Éducation, et je lui ai demandé si on ne pouvait pas faire une exception pour moi. C'est pas parce qu'un ministre peut faire une exception pour un fonctionnaire. Alors il m'a dit, bien reçu très gentiment, il m'a dit, écoutez, je vais essayer de le faire, mais finalement ça s'est pas fait. Donc il n'y a pas eu l'utilité ou le courage de le faire, je ne sais pas. Alors évidemment, j'aurais créé un précédent et des jalousies. Bien sûr, mais d'un autre côté, on était à l'époque, vous savez, c'est un peu le yo-yo en matière d'élimination par l'âge. Il fut un temps où les seniors devaient disparaître, il est un temps aujourd'hui où les seniors doivent rester. Je ne parle pas simplement des scientifiques, bien entendu, mais je pense que nous sommes encore dans une époque où finalement, nous allons de mode en mode parce que nous ne savons pas vraiment quoi penser. Hein, je pense que, en tout cas en sciences, en recherche, notamment en biologie, l'expérience est importante. Et plus évidemment, plus on acquiert de l'expérience et la masse des connaissances devient énorme. Bien sûr. Donc c'est tout à fait important de garder, d'ailleurs c'est ce qu'on fait aux États-Unis, on garde les gens, non pas selon leur date de naissance, mais selon leur potentiel d'activité. Donc si vous êtes encore bon pour la recherche,
garde. Et qu'on évalue d'ailleurs, puisque... Ah oui, bien sûr, il y a une évaluation. Alors les publications, j'en dis un mot, enfin c'est pas tout le, disons, toute la force de la recherche, hein. C'est important, surtout pour avoir de l'argent, pour des crédits. Alors il y a une sorte de perversion, on pourra peut-être en parler un peu plus tard, mais il y a une sorte de perversion de la recherche à l'heure actuelle parce qu'elle est trop dépendante justement des crédits, des demandes d'argent, donc du papier finalement, de la bureaucratie et de la quantité d'informations qu'on publie. Et alors ça, c'est effectivement, ça, à mon avis, ça décourage la très grande innovation. Car si on a une idée un peu en dehors des chemins battus, eh bien, vous avez très peu de chances d'être accepté par les comités de... D'où votre idée d'essayer d'introduire dans les critères d'appréciation le fait de subventionner ou de patronner des recherches qui n'ont que 50% de chances d'aboutir. Voilà, il faut subventionner des recherches à risque, 50% de réussite, mais 50% possible d'échec. Alors, c'est comme ça qu'on avance. Si on fait de la recherche déjà programmée, ben, on va forcément trouver ce que l'on cherche. Oui, on a trouvé ce qu'on a déjà trouvé. Exactement. Enfin, on va en trouver un tout peu plus, si vous voulez. Oui. Et cette recherche est quand même utile, si vous voulez, c'est de la recherche d'approfondissement. Mais la recherche de grande innovation, et bien sûr, on prend des risques. Alors j'étais à l'Institut Pasteur, donc j'ai eu la chance d'avoir une certaine liberté, justement, de choix de mes recherches, de mes sujets de recherche. Et c'est pour ça qu'on a trouvé le virus très rapidement. Oui. Et donc, une fois que le coup près est tombé, vous êtes donc parti pour les États-Unis, où j'imagine qu'on vous a accueilli avec satisfaction. Et disons, j'ai gardé un pied un petit peu 2 ou 3 ans de plus à l'Institut Pasteur, parce que j'avais 3 enfants, donc j'avais 1 an de plus. Donc c'est finalement l'an 2000 que j'ai perdu totalement mes capacités de recherche à l'Institut Pasteur. Je dois dire qu'à à la fin, on ne me donnait plus d'argent. Donc je payais mes recherches sur mon propre argent. Et enfin, d'ailleurs, entre-temps, j'étais parti, effectivement, j'ai pris un poste de professeur à l'université de la ville de New York, et pour faire un nouvel institut. Et ce projet a à moitié marché, parce qu'il y avait des problèmes d'argent aussi. Et surtout, j'étais dans un district de New York qui n'était pas le plus riche, disons. C'était le Queens, n'est-ce pas, autour de Manhattan. Et c'est une région, c'est un district où il y a surtout des minorités ou des émigrés. Et donc, ce collège où j'étais a eu du mal, si vous voulez, à absorber le projet qui était assez grandiose que j'avais pu monter grâce à un généreux donateur. Et donc, par la suite, vous avez créé, je crois, aussi un laboratoire de recherche. Alors, il y avait bien sûr même un institut, enfin un laboratoire privé, de biologie moléculaire. Oui. Alors, depuis, bien sûr, j'ai quitté ce poste et j'ai créé effectivement une société privée qui a d'abord travaillé au Canada, et puis maintenant travaille effectivement aux États-Unis, à New York. Oui. Et vous êtes également chargé par l'ONU de faire des recherches en Afrique également. Alors, c'est une organisation qui dépend de l'ONU, c'est l'UNESCO. Oui. Organisation pour l'éducation, la science, la culture, et qui a bien voulu m'accueillir comme une organisation non gouvernementale. Nous avons fait une fondation, et cette fondation a été créée avec moi, par le directeur général de l'UNESCO de l'époque, Federico Mayor, un scientifique. D'accord. Et donc, effectivement, cette fondation crée des centres de recherche en Afrique. En Afrique même. En Afrique même, pour essayer justement de développer. Je pense que la recherche doit être mondiale et pas seulement l'apanage de quelques pays riches. Et il y a maintenant beaucoup par exemple, de jeunes Africains qui sont formés dans nos laboratoires à l'étranger, au nord, disons, aux États-Unis, en France, en Europe, et qui veulent revenir dans leur pays. Mais quand ils reviennent, ils n'ont pas de structure, ils n'ont rien. Donc là, l'idée, c'est de leur donner des structures de recherche, d'accueil, et donc ça commence à se développer. Disons, nous avons fait des centres pilotes, on ne peut pas évidemment couvrir toute l'Afrique, mais un centre en Côte d'Ivoire, on avait Abidjan, et un centre au Cameroun et Yaoundé. Le problème de l'Afrique, c'est évidemment la stabilité politique, qui n'est pas toujours là, est quand même nécessaire si on veut développer ce genre de... Alors, bien entendu, vous continuez à faire des recherches sur le sida, mais vous avez d'autres pistes que vous explorez, qui ne sont d'ailleurs pas des pistes fondamentalement différentes, dans la mesure où
une des phrases que vous avez citées dans votre livre, c'est la phrase bien connue de Pasteur, c'est que le microbe n'est rien et c'est le terrain qui est tout. Et effectivement, ces recherches sur le sida qui portent finalement essentiellement sur le terrain sur lequel se développe cette maladie vous ont conduit à d'autres découvertes. Il y a une certaine logique dans mes intérêts successifs. Voilà. Et donc, on va quand même faire le point sur le sida, parce que c'est quelque chose que nos auditeurs et téléspectateurs attendent évidemment avec beaucoup d'intérêt. Donc le sida, c'est 25 millions de morts depuis 81, ou un petit peu avant, même peut-être parce que le virus existait déjà. Oui, mais l'épidémie a vraiment décollé en 81, découverte par vous-même du virus, isolement ou isolation, je ne sais pas comment on dit. Isolement du virus, l'isolation c'est autre chose. Oui, isolement, autre chose. Voilà, isolement du virus en 1983. Ensuite, avec toute une équipe, bien entendu. Avec toute une équipe. Et depuis, eh bien, des morts, beaucoup de morts, mais l'épidémie semble, sinon enrayée, ce n'est pas le cas, mais en tout cas, elle a des effets qui ont été quand même en partie contrecarrés par la découverte des trithérapies. Alors où en est-on des traitements? Oui, il y a effectivement des points positifs dans tout ce bilan. C'est effectivement les tests pour écarter la transmission du virus par le sang, par les transfusions. Il y a les politiques de prévention qui ont été basées quand même sur un ennemi qu'on connaît maintenant, le virus, la transmission du virus. Et puis, comme vous l'avez dit, les trithérapies qui ont sauvé la vie de beaucoup de personnes. Je crois effectivement qu'à partir de 96-97, on a vu les courbes de mortalité, d'abord dans les pays développés, tomber de 90% à 10%. Et ceci se développe beaucoup plus lentement, bien sûr, mais avec de l'effort international financier dans les pays en voie de développement, même en Afrique, où il y a des gens qui sont traités gratuitement par cette trithérapie. Alors, ça, c'est les points positifs. Le point négatif, c'est que cette trithérapie, elle ne guérit pas. Le virus est toujours là, et dès qu'on arrête le traitement qui doit être pris tous les jours, eh bien, le virus repart, et il faut recommencer. Donc, ceci est un objet justement de nos recherches, c'est d'essayer d'empêcher que cette trithérapie soit donnée à vie. Si on pouvait la donner 6 mois, par exemple, beaucoup de gens pourraient la supporter, parce qu'il y a des effets secondaires. Et puis, au niveau financier, ça serait également possible. Parce qu'il faut bien voir que même un pays développé, s'il a 10% de sa population infectée, il ne pourra pas tenir au niveau financier, c'est pas possible. On tient parce que c'est 0,1%, 0,2%. Mais en Afrique, c'est pas possible. Donc on ne pourra jamais traiter à vie, comme on le fait actuellement, les patients africains. Donc un jour ou l'autre, ils vont arrêter et ils vont rechuter. Donc le but actuel de nos recherches, c'est de faire qu'on ait un traitement court et que ça suffise à remonter les défenses immunitaires pour qu'ensuite elles contrôlent le virus. Alors le vaccin, bien entendu, était l'objet de la recherche et l'objet de tous les soins des chercheurs. Et jusqu'à présent, il faut bien reconnaître que c'est un constat d'échec. Oui, là, très franchement, je pense que beaucoup d'argent a été gaspillé. Parce qu'on savait qu'il y avait déjà des pistes qui ne menaient à rien, qui ont été continuées, notamment par les compagnies pharmaceutiques, parce qu'elles ont malheureusement une certaine lourdeur dans leurs décisions. Donc une fois qu'elles ont décidé quelque chose, elles continuent, même si elles vont dans le mur. Et c'est ce qui est arrivé récemment. Donc il y a des vaccins qui ont montré au contraire qu'ils ont favorisé l'infection. Par rapport au groupe témoin. Ce qui est une véritable catastrophe. Oui, donc ça donne une très mauvaise image, ça décourage les gens, alors que justement il y a d'autres pistes qui n'ont pas été explorées. Je vais encore vous citer une expérience personnelle. Avant de partir de l'Institut Pasteur, j'ai fait un projet de demande de financement à l'Union européenne qui dépend d'une certaine somme d'argent dans ce domaine. Et effectivement, elle était basée sur l'idée qu'on pouvait peut-être vacciner, mais vacciner des gens infectés. Donc ce n'est pas une vaccination préventive, mais une vaccination thérapeutique. C'est-à-dire qu'on donne ce vaccin justement après la trithérapie. Mais il faut l'arrêter pour tester, voir si le vaccin marche. Justement, il faut arrêter. Alors, problème éthique alors. Il y a problème éthique qui est venu de je sais quel bureaucrate ou collègue, et on m'a dit non, ce n'est pas éthique à l'époque d'arrêter la trithérapie. Après 2 ou 3 ans plus tard, tout le monde l'a faisait, enfin tout le monde a essayé. Et à cause de ça, je n'ai pas eu ce financement. J'ai fait un autre projet un peu différent, mais aussi sur le vaccin.
Et comme j'étais à l'Institut Pasteur, je l'ai fait signer par mon directeur, le directeur de l'Institut Pasteur de l'époque, et qui très gentiment a mis à la fin M. Montagnier part à la retraite dans un an. Ce qui était la meilleure façon d'encourager le projet. Voilà, très bien. Alors, là non plus, j'ai pas eu mon financement. Et après, j'ai donc fait un projet aux États-Unis, qui est justement quand j'étais au Queen's College, qui réunissait 7 ou 8 laboratoires. Et alors, c'est ce projet, alors là, il faut beaucoup plus de papier aux États-Unis, il y a beaucoup plus d'argent à la clé. Et donc, j'ai été voir le directeur de l'Institut du NIH, mais qui n'avait pas l'air très chaud. En fait, il pensait que c'était plutôt lui qui devait organiser ce genre de projet. Donc, le projet n'a pas abouti non plus. Alors, j'ai maintenant un autre projet, beaucoup plus ciblé, beaucoup plus, on peut dire, formaté, et soutenu par des crédits privés. Mais c'est toujours le même, c'est le projet de vaccin thérapeutique. Alors, bon, pour ceux de nos téléspectateurs qui ne sont pas forcément médecins, il y en a quelques-uns dans le lot, précisons quand même qu'il y a une grande différence entre un vaccin préventif et un vaccin thérapeutique. C'est-à-dire que le vaccin préventif est destiné théoriquement à faire en sorte que l'organisme soit immunisé contre le virus, alors que le vaccin thérapeutique, quant à lui, a simplement pour objectif de bloquer la réplication du virus. Ah, c'est plus que ça. C'est même plus que ça. Je souhaite éradiquer l'infection. Ah, carrément, oui. Alors, quand on dit éradiquer, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des petites particules de virus quelque part, mais le virus sera à un niveau tellement bas qu'on ne verra pas. Donc les défenses naturelles de l'organisme, ou même si elles ont été réactivées, on reparlera des antioxydants et d'autres éléments thérapeutiques. Donc normalement, votre objectif, c'est de faire en sorte que l'organisme, une fois que le virus a été non pas éliminé, mais en grande partie contrecarré, que l'organisme prenne le relais en quelque sorte. Alors il y a à ça des arguments même donnés par la nature, parce qu'on trouve effectivement, il y a des personnes qui sont infectées, et qui ont un taux de virus très bas, qui ne font jamais de maladie. C'est ce qu'on appelle maintenant, alors on a changé les noms, on les appelait des survivants à long terme. Maintenant, les Américains les appellent les contrôleurs, les élites contrôleurs. Alors on ne va pas appeler élite en France parce que ça donne tout de suite une idée ça fait prétentieuse. Donc on les appelle à nouveau les long terme, les survivants à long terme ou les contrôleurs du virus. Ce sont donc des gens qui ont le virus, enfin qui ont été infectés par le virus, et qui ne développent pas le sida. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont un système immunitaire qui le contrôle en permanence. Voilà. Alors, parmi les pistes de recherche, bon, bien sûr, ce vaccin, à lui seul, ce vaccin thérapeutique ne suffirait pas, c'est ce que vous expliquez très bien dans votre ouvrage, il faut donc renforcer les défenses de l'organisme. Oui, enfin, il peut éventuellement évoluer en vaccin préventif. S'il marche bien, s'il marche bien, on peut en faire un vaccin préventif. Alors, comment renforcer les défenses de l'organisme? Alors, on se rend compte qu'en fait, le sida, il attaque toujours un peu les faibles au niveau système immunitaire. C'est un peu comme le lion qui attaque le troupeau de buffles et il s'acharne sur la bête la plus faible, en général malade. Donc le virus, il fait un peu la même chose. C'est-à-dire que si vous avez un bon système immunitaire, vous allez rencontrer le virus, peut-être le virus circule pas beaucoup plus qu'on le croit. Vous allez peut-être faire une infection abortive, c'est-à-dire dans quelques semaines, et puis le virus va partir, parce que votre système immunitaire va s'en débarrasser. Et donc ce que fait la nature parfois, je pense on peut l'augmenter aussi en renforçant le terrain immunitaire de gens qui ne sont pas infectés. N'est-ce pas? Donc là c'est une politique générale de prévention qui va beaucoup plus loin que celle des préservatifs et des choses comme ça. Il faut les faire bien sûr, mais enfin elles ne marchent pas très bien en Afrique, il faut le reconnaître. Culturellement le préservatif n'est pas accepté très bien en Afrique, et on a dit qu'il y a parfois un préservatif utilisé par homme et par an. Alors vous voyez, ça n'est pas suffisant. Donc il faut penser à autre chose. Alors justement, on s'aperçoit, alors on reviendra peut-être au stress oxydant, que beaucoup d'Africains sont en mauvaise nutrition. Ils ne sont pas en état de famine maintenant, mais en mauvaise nutrition, déséquilibrés. Et en plus, on sait qu'ils sont déjà infectés par d'autres maladies aussi graves. Le paludisme, la tuberculose, beaucoup de parasitose intestinale. Donc tout ceci fait que leur système immunitaire est trop sollicité et est affaibli. En plus, donc, ils ont une mauvaise nutrition. Donc l'idée, c'est effectivement d'essayer par l'éducation, par l'augmentation évidemment du niveau de vie aussi, c'est important, d'aider beaucoup de cette population à avoir un meilleur système immunitaire, donc de mieux résister au virus qui circule beaucoup plus évidemment chez eux. Et par quels moyens?
Parce que, en faisant des politiques d'éducation, d'information sur ce qu'il faut prendre pour renforcer son système immunitaire, et aussi par des petits traitements. Par exemple, on pense à l'interféron. C'est une protéine antivirale que l'on peut maintenant donner en toute petite quantité, sans effet toxique, par la bouche. Et donc, on va renforcer les défenses immunitaires. Il y a maintenant aussi d'autres, ce qu'on appelle des immunostimulants, d'origine végétale. Souvent, il y en a beaucoup d'ailleurs en Afrique, de la médecine traditionnelle. Donc tout ceci a simplement besoin d'être essayé, d'avoir une réponse claire, si vous voulez. Donc ça, dans des essais cliniques qui ne sont pas faciles à faire, mais on peut essayer de faire dans nos centres, par exemple. On a des projets, par exemple, avec l'interféron, où à ce moment-là, peut-être on ne va pas traiter tout le monde, mais on va traiter les gens au début de l'infection, qui n'ont pas encore un système immunitaire complètement déprimé. Et donc, on va essayer de les maintenir dans cet état, sans qu'ils puissent évoluer vers la phase de sida déclarée. Donc c'est une ambition à la fois plus grande et plus modeste. Plus grande parce qu'elle peut effectivement sauver des millions de vies humaines, et plus modeste dans la mesure où l'objectif pour l'instant n'est pas quand même de supprimer le virus. Alors évidemment, elle n'est pas très spectaculaire non plus, voilà, donc elle intéresse moins les politiques de ce point de vue-là, qui veulent des actions de grande visibilité, mais à mon avis, elle pourrait rendre davantage. Je pense qu'on peut expliquer une grande partie du fait que l'infection dans les pays d'Afrique est beaucoup plus importante que chez nous, de ce fait, si vous voulez, qu'il y a des facteurs qui favorisent la transmission des virus, des co-infections. Et donc la lutte aussi contre les infections génitales, par exemple, serait très importante. Alors, il se trouve que parmi vos recherches, il y en a qui portent sur les moyens de lutter contre l'essentiel, d'ailleurs, le stress oxydant. C'est une notion qui est à la fois moderne et relativement ancienne. On en parle quand même depuis une cinquantaine d'années, du stress oxydant, et du stress lui-même depuis un peu plus, je crois. Oui, il y a plusieurs sortes de stress. Là, on ne parle pas du stress pas du stress qui naît, par exemple, du fait qu'on a de mauvais gouvernants et qu'on n'est pas content. Ça, c'est un stress. Ou même quand on n'est pas content dans son travail. Hein. Même dans son travail. Ça peut arriver aussi. Il y a beaucoup de gens stressés de ce point de vue-là. Ce stress peut quand même être important parce qu'il déprime les défenses immunitaires aussi. Oui. Donc il joue un rôle aussi. C'est ça. Dans les maladies. Alors le stress oxydant, qu'est-ce que c'est exactement? Alors oxydant d'abord, c'est pas O2C. Voilà, hein, c'est l'oxygène. De l'oxygène, c'est dérivé de l'oxygène. Et ce sont des molécules qu'on fabrique malheureusement, enfin qui sont produites un peu, ce sont on peut dire des sous-produits du fonctionnement de nos batteries, de sources d'énergie, les mitochondries. Et en plus, il est apporté par l'extérieur, par les agents de pollution, par exemple. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un excès de molécules dérivées de l'oxygène qui sont extrêmement réactives, qui vont se combiner à notre ADN, nos protéines, nos lipides, nos sucres, et nos défenses antioxydantes. Donc s'il y a trop de ces molécules oxydantes, eh bien, on a des attaques justement de ces molécules, de nos protéines, de notre ADN, et on se prépare à des maladies longues. On déprime aussi son système immunitaire de toute façon. Donc c'est quelque chose qui est bien connu des biochimistes, il y a des congrès tous les ans, mais qui est ignoré par les médecins, complètement, et peu connu de l'opinion publique, et bien sûr des décideurs politiques. Or c'est un agent, à mon avis, un facteur de risque majeur pour les cancers, par exemple. Pourquoi? Parce que l'oxydation de certaines bases de l'ADN qui portent le code génétique va entraîner des mutations. Donc on prépare les cellules à se transformer par mutation. Et il se trouve que les cellules cancéreuses, précisément, ont trouvé le moyen d'échapper à ce stress qui peut être létal, qui peut être mortel pour elles, en se transformant. Donc on amorce un cycle, un cercle vicieux, où la cellule se mute de plus en plus pour résister au stress oxydant. Et au même moment, les défenses immunitaires sont déprimées. Donc il y a tous les facteurs, toutes les conditions réunies pour qu'un cancer puisse émerger. Et ça, c'est totalement ignoré. Ça donne évidemment toutes sortes de pathologies. Il n'y a pas que les cancers, il y a aussi le Parkinson et bien d'autres. On sait maintenant aussi que les mutations peuvent se produire dans nos neurones, dans nos cellules nerveuses, qui elles ne se divisent pas en principe, mais il y a aussi des mutations dans l'ADN de cette façon. Donc on fait aussi, à ce moment-là, nos neurones vont fabriquer des protéines anormales qui vont s'agréger, et elles-mêmes étant oxydées, vont d'ailleurs s'agréger davantage. Donc là aussi, on va arriver à des situations dramatiques
dégénérescence nerveuse, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, la sclérose latérale amyotrophique, enfin toute la... Oui, en fait, le stress oxydant semble être, d'un point de vue qu'on pourrait considérer comme physiologique, presque une sorte de... un peu de stress voilà. est plutôt bon pour des cellules, voilà. ça les active, ça active leur gène, mais voilà. point trop en faut. Et c'est ça le problème, c'est que malheureusement, on ne sait pas, les gens ne savent pas s'ils sont en stress oxydant ou non. Et on sait qu'après un certain âge, on est tous souvent en stress oxydant. Oui, parce qu'il ne faut pas non plus négliger le fait que, et vous l'expliquez dans le livre abondamment, qu'une maladie provoquée par telle ou telle bactérie peut parfaitement provoquer ce stress oxydant, ou en tout cas le déclencher. Moi, effectivement, il y a beaucoup de facteurs qui génèrent le stress oxydant, sur lesquels on ne peut pas faire grand-chose. Ce sont la pollution chimique, c'est une action collective au niveau mondial. Alors, on n'est pas arrivé encore loin, si on arrive un jour. Par contre, il y a des actions qu'on peut faire au niveau individuel, donc des régimes riches en antioxydants venant des plantes, des fruits, des légumes. Il y a aussi des comportements, bien entendu. Mais il y a aussi la recherche de facteurs infectieux. Alors moi, comme étant, disons, l'expérience des virus et aussi un peu des bactéries, parce que si vous voulez, à travers le sida, on me l'a reproché d'ailleurs, mais je persiste et signe, avec le virus, il y a quand même des cofacteurs bactériens, des cofacteurs qui aident notamment la transmission du virus au niveau sexuel. Des cofacteurs qui sont des mycoplasmes. Qui sont des mycoplasmes, c'est ça. Des petites bactéries. Voilà. Et donc, j'ai un peu vogué, si vous voulez, des virus aux bactéries, et je me rends compte que maintenant, en fait, beaucoup de ces maladies sont causées par des infections bactériennes latentes. On s'aperçoit que les bactéries, certaines au moins, ce qu'on appelle justement les bactéries pathogènes, ont appris à se cacher des antibiotiques, persister sur une forme latente. En général, les antibiotiques agissent sur des bactéries qui se multiplient. Mais quand la bactérie ne se multiplie pas, c'est un peu comme le virus qui peut rester latent dans la cellule, eh bien l'antibiotique n'agit pas. Les anticorps non plus. Alors nous allons marquer la pause technique habituelle dans cette émission et rassurer tout de suite nos téléspectateurs. Après le stress oxydant, il va y avoir bien entendu dans la deuxième partie de cette émission tous les éléments nécessaires pour lutter contre ce stress que nous dévoilera le professeur Luc Montagnier. À tout de suite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. Nous reprenons le cours de notre émission Entre nous soit dit, dont l'invité est le professeur Luc Montagnier, qui vient de publier aux éditions Jean-Claude Lattès un ouvrage en tout point passionnant, Les combats de la vie, un ouvrage qui relate non seulement ce qu'a été la carrière de découvreur du professeur Montagnier, mais aussi les pistes de recherche actuelles qui sont extrêmement prometteuses et extrêmement encourageantes, comme je le disais tout à l'heure, et surtout encourageantes du fait que ces moyens que vous mettez en avant actuellement ne sont pas des moyens terriblement coûteux, ni des moyens qui nécessitent, je dirais, une stratégie thérapeutique très complexe. En réalité, vous vous fondez beaucoup sur l'analyse du terrain, si j'ai bien suivi ce que vous écrivez, et les moyens d'aider le terrain à se défendre lui-même. C'est à peu près ça, si j'ai bien compris. Oui, le message essentiel, c'est la prévention. C'est-à-dire voilà. Il faut sortir un peu d'une médecine qui gère les situations de crise et essayer d'inculquer aux gens, aux médecins, aux politiques, l'idée qu'on ne pourra jamais suivre les progrès de la médecine qui vont être de plus en plus coûteux si on n'arrive pas à prévenir toutes ces maladies qui arrivent justement après un certain âge, mais parfois chez des gens jeunes, comme des cancers, et même les maladies neurologiques peuvent arriver aussi chez des gens jeunes. Donc effectivement, le poids, si vous voulez, là on va parler un peu politique, hein, le poids pour la société, pour la collectivité des retraites, hein, puisque la durée de vie augmente, toujours encore, pour l'instant, et le poids des médicaments, des hospitalisations surtout, qui sont extrêmement coûteuses, des maisons de retraite pour justement les gens handicapés, font qu'on ne pourra pas supporter indéfiniment cette évolution. Donc la seule solution que je préconise, c'est qu'on empêche justement la survenue de ces maladies. Et ça, si est possible. C'est un peu le message de mon livre,
c'est que c'est possible. Effectivement, il y a beaucoup de facteurs, bien sûr, qui jouent dans ces maladies, mais il y en a sur lesquels on peut agir. Le stress oxydant, les infections latentes à bactéries ou à virus, et aussi le comportement. Alors, parmi les antioxydants vedettes, j'allais dire, il y a quelque chose qu'on ne s'attendait pas à trouver sous votre plume, mais dont vous démontrez très très bien à la fois l'origine de la découverte de l'action et en même temps la manière de s'en servir, c'est la papaye. Alors, la papaye, allez-vous me dire, la papaye c'est un constituant d'un cocktail sympathique qu'on boit sous les tropiques. Non, pas du tout. C'est de la papaye fermentée que vous avez découverte en fait au Japon. Ou aux Philippines, oui, enfin les deux. J'ai rencontré au Japon les fabricants artisanaux, disons, de cet extrait de papaye fermentée. Ils étaient inspirés de ce qu'ils avaient observé aux Philippines, dans certaines îles où les gens vivaient plus longtemps en mangeant des fruits très avancés. Et donc ceci a été rationalisé par cette équipe japonaise. Et c'était en 1994, et à l'époque on n'avait pas beaucoup de moyens de traitement pour le sida, donc j'ai accepté d'essayer de voir, pourquoi pas. Et en fait, je me suis aperçu que ce produit était aussi étudié dans des laboratoires justement spécialisés du stress oxydant. Et donc, c'est pas du tout quelque chose, comment dire, d'un truc de charlatan, parce qu'on m'accusait bien sûr d'avoir diffusé un produit non testé. Alors, ça pose de grands problèmes, si vous voulez, des médicaments d'origine naturelle. La plupart des grands médicaments qu'on utilise actuellement sont au départ venus d'observation justement d'action de produits naturels, de plantes, etc., d'aspirine par exemple. Mais maintenant, l'industrie pharmaceutique a mis une sorte de couvercle, si vous voulez, pour tout ça, de contrôle. Et donc, il y a les grands médicaments qui coûtent très cher, qui demandent beaucoup d'études, une dizaine d'années, presque $1 milliard, et qui sont acceptés, testés, etc., par des essais cliniques rigoureux. Après des essais cliniques rigoureux, puis malgré tout, parfois d'ailleurs, ça ne suffit pas, on a encore des accidents. Et puis, alors, il y a tout le reste qui a été rejeté, parce que ça ne peut pas faire l'objet de brevets, ce sont des extraits de plantes complexes. Effectivement, l'extrait de papaye, on ne sait pas très bien ce qui agit dedans, il y en a pour mal beaucoup, il y en a qui sont apportés d'ailleurs par la fermentation, par les levures, qui est faite après. Donc c'est un mélange, et c'est un mélange qui n'est pas brevetable. Donc ça n'intéresse pas la grande industrie pharmaceutique, mais c'est un produit qui est actif. C'est un produit qui est actif, non, c'est pas le seul, il y en a beaucoup. Et plus on va dans les études de laboratoire, plus on s'aperçoit qu'effectivement ce produit, qu'est-ce qu'il fait, ce mélange, eh bien il stimule la synthèse ou l'activité de nos enzymes antioxydants. Qui sont des enzymes qui vont enlever les radicaux libres, enlever les molécules oxydantes. Donc ça prouve bien. Ça aide l'organisme. Ça aide l'organisme, mais c'est aussi un immunostimulant, notamment au niveau des muqueuses de la bouche. Et donc, ça peut avoir un effet sur les rhumes au début. Ça peut empêcher, je dis, j'ai un chapitre rhume zéro. Vous citez votre expérience personnelle qui celle aussi d'autres personnes, mais enfin, il n'y a pas, effectivement, ce qui manque encore à ce produit, c'est des essais cliniques contrôlés, je le reconnais. En tout cas, il n'est pas nocif. Il n'est pas toxique, absolument pas toxique, et il a des effets positifs. Alors, il y a une chose qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est que il faut peut-être de temps en temps arrêter ces produits. C'est-à-dire, si on ne les arrête pas, bien, l'organisme commence à s'habituer, il devient plus paresseux, les enzymes ne sont plus stimulées, etc. Donc il faut de temps en temps faire un break. C'est le bon sens, il en est le même pour la plupart des médicaments d'ailleurs. Oui, mais enfin, ça dépend, il y en a parfois qu'il faut donner tout le temps. Oui, donc moi je suis partisan, effectivement, si quelqu'un a un stress oxydant, de lui donner ce produit et d'autres, mais de façon alternée, c'est-à-dire qu'on change de temps en temps la recette. Et on y adjoint également du glutathion. Le glutathion aussi, c'est un produit assez formidable qu'on nous fabriquons, mais là aussi je raconte comment j'ai rencontré dans un périple américain, donc un collègue qui m'a vanté son glutathion absorbable par la voie orale, par la bouche. Et je l'ai essayé, on a fait des essais. Parce que normalement, il ne l'est pas, il est détruit par. Ben oui, c'est une petite molécule de 3 acides aminés qui ne supporte pas le passage dans l'estomac, en principe. Mais là, il est combiné avec de la vitamine C. C'est ça, votre collègue l'avait combiné avec. Donc c'est une chose empirique, mais enfin, ça marche. Ça marche, après tout. Ça marche. L'empirisme n'a pas que de mauvais aspects. Et donc je pense que. Bon,
pas dire qu'on va arrêter totalement une maladie déjà avancée, mais qu'on peut ralentir un début de toutes ces maladies chroniques par la prise rationnelle, pas d'automédication, pas d'automédication, prise rationnelle de ces antioxydants prescrits par un médecin et qui ont subi des essais cliniques. Alors il y a eu un épisode très spectaculaire, la presse mondiale s'en était fait l'écho, c'est que vous avez rencontré le pape Jean-Paul II, au cours d'une audience qui était prévue, avec d'ailleurs votre collègue Gallo, qui lui-même n'a pas pu venir pour des raisons d'opération, je crois. Et donc, vous avez remis au pape, à l'occasion de cette visite, une mystérieuse enveloppe, qui n'était pas mystérieuse du tout, qui en fait contenait... Un petit sac violet. Voilà, un petit sac violet qui contenait en fait de l'extrait de papaye fermenté et du glutathion. Et alors, l'a-t-il pris ou ne l'a-t-il pas pris? Ça, l'histoire peut-être un jour le dira, mais ce qui est sûr, c'est qu'on l'a vu peu de temps après à Toronto, où il y avait une réunion mondiale de la jeunesse, en bien meilleure forme. Alors on a, évidemment, on s'est interrogé, est-ce que le professeur Montagnier a remis un élixir mystérieux, quasi diabolique au pape, ou bien tout simplement, alors vous avez dit à ce moment-là ce qui s'est passé. Exactement. Et le résultat, bien écoutez, c'est que on a vu au moins peut-être quelque chose, un traitement, je dirais, très spectaculaire, et en même temps, on ne peut pas être sûr. Non, bien sûr, mais on a d'autres résultats sur d'autres patients moins célèbres. Et ça marche. Disons, on obtient des résultats. On ne va pas renverser la vapeur, on ne va pas renverser des lésions qui sont déjà préexistantes, si vous voulez. Mais on peut ralentir peut-être l'évolution, surtout au début d'année. Donc l'idée, c'est de donner ces produits quand on est en bonne santé. Est-ce qu'il n'y a pour pas éviter justement l'évolution vers la maladie. Est-ce qu'il n'y a pas un obstacle psychologique important dans le projet qui est le vôtre de développer la prévention au sens que vous venez d'indiquer, dans la psychologie des gens? Je suis bien portant, je n'ai pas envie de me faire examiner. C'est une difficulté. Il faut changer les mentalités des médecins, des patients, enfin de nous tous finalement, pour qu'on puisse aller voir. Donc, enfin, voir un médecin, mais dans un centre, si vous voulez, c'est pas dans un hôpital. Vous voyez, moi, ce que je pense créer, parce que j'écris, mais aussi je veux agir. Hein, je veux que ces centres existent. Vous l'avez fait toute votre vie. Hein, donc, ça va pas changer maintenant. Ces centres maintenant. existent, et ils sont enfin, il y a quelques projets en bonne voie. Il s'agit d'avoir des centres d'accueil où on se trouve dans une bonne ambiance, on donne un petit peu de son sang. Peut-être plus tard, d'ailleurs, on n'aura pas donné son sang du tout. Il y aura des techniques qu'on appelle non invasives. Et après ça, donc il y a une analyse de laboratoire qui va vous dire votre état. On va donner votre état, au niveau antioxydant, puis d'autres tests également. Et en fonction de ça, le médecin que vous allez voir dans ce centre va vous faire donner des conseils de nutrition, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être simplement traitées en changeant l'alimentation. Et en plus, peut-être quelques suppléments, donc pour ce qu'on appelle pour l'instant des produits naturels. Et ceci doit bientôt être répété, bien entendu. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à aller dans ces centres peut-être 2 fois par an. Alors, est-ce que dans l'hypothèse où cette prévention fonctionnerait d'une manière un peu plus large, est-ce que finalement on ne va pas se trouver face quand même à des obligations de traitement? Parce que si je vous suis bien, dans le livre, vous expliquez qu'il y a énormément de cas de stress oxydant qui sont déclenchés par des mycoplasmes ou des bactéries, etc., qui ne sont pas forcément... dont les effets ne sont pas forcément visibles ou sensibles, enfin qui existent quand même. Et alors, j'aimerais vous citer cet exemple qui est célèbre maintenant, c'est celui de l'Helicobacter pylori, qui a été mis en évidence par le professeur Barry Marshall, qui n'était pas professeur à l'époque, qui était un médecin qui exerçait à Perth, je crois, en Australie. Et c'est quand même une affaire extraordinaire, parce que je me souviens, à l'époque, j'avais discuté avec un haut responsable de la sécurité sociale qui me disait qu'il était effaré par les dépenses que provoquait l'ulcère de l'estomac, les anti-ulcéreux qui coûtaient terriblement cher. Et ensuite, voilà que Barry Marshall, dans des conditions qui sont tout à fait admirables, puisqu'il ingère lui-même une préparation d'hélicobactère, il fait admettre finalement que c'est cette bactérie qui est responsable le plus souvent de l'ulcère d'estomac et donc peut-être par extension du cancer. Mais je n'ai jamais entendu le responsable de la sécurité sociale venir m'expliquer qu'ils avaient fait de grandes économies après. Or, ils en ont fait. Oui, et je dois dire, effectivement, dans ces maladies, il y a effectivement des facteurs bactériens. Nous étudions actuellement pour l'Alzheimer, pour les arthrites rhumatoïdes, pour le Parkinson.
Et qu'empiriquement, certains médecins, effectivement un peu comme ce médecin australien, ont trouvé que des traitements antibiotiques à long terme pouvaient améliorer la condition de ces patients. Non seulement pour l'Alzheimer, mais aussi pour des enfants autistes, par exemple. Eh bien, ces médecins, en France, tout au moins, ont des tas d'ennuis. Pourquoi? Parce que la sécurité sociale a une sorte de barème, n'est-ce pas? Les antibiotiques, on ne doit pas les traiter très longtemps, on ne doit pas les utiliser très longtemps, il faut traiter 15 jours, puis on arrête. Parce qu'on risque, soi-disant, de créer des résistances. Oui. Or, toutes ces infections, ces infections latentes, hélicobactères aussi, il faut traiter très assez longtemps par les antibiotiques, parce que les bactéries ont appris à persister. Et donc, ces traitements antibiotiques à long terme sont très mal vus par la sécurité sociale. On ne les rembourse pas, ou même parfois le médecin est traduit dans l'ordre des médecins. Enfin, c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc, il y a tout à fait un manque total de compréhension. Et je dois dire, c'est pas seulement les responsables des DAS, de la sécurité sociale des départements, mais c'est aussi les médecins, l'Académie de médecine, nous-mêmes, les grands patrons. Donc, il y a un changement à faire, il y a beaucoup de changements à faire. Pour changer les mentalités. Alors, il y a parmi, pour en revenir au rhume, qui n'est quand même pas, bon, c'est une infection banale, effectivement, mais qui peut ne pas le rester, qui peut devenir quelque chose de nettement plus pénible. Vous dites dans le livre que quand le rhume se déclenche simplement et qu'il n'a pas d'autres éléments que l'aspect viral, il n'est pas nécessaire, bien entendu, et même inutile d'employer des antibiotiques, mais dès qu'il se surinfecte, c'est-à-dire dès qu'il y a en quelque sorte des mucosités de couleur jaune, pour parler d'un langage très simple, à ce moment-là, l'antibiotique devient nécessaire. Bon, il n'est toujours pas accepté pas vraiment. Pas vraiment, il y a des petits médicaments, des sprays qui étaient à base d'antibiotiques qui ont été carrément supprimés. On ne peut plus les acheter, ils ne sont plus fabriqués. Donc en fait, l'information médicale au plus haut niveau n'est probablement pas suffisante. Mais qu'est-ce qu'il manque alors pour que nous ayons une meilleure information? Des endroits où les médecins puissent parler librement, des conférences? Oui, je crois qu'il faut essayer de sortir de sa coquille, essayer de sa coquille mentale. Oui. Je pense il y a des schémas. C'est-à-dire que l'enseignement de la médecine est apprend pas à innover, apprend à appliquer ce que les autres vous disent, ce que l'on vous dit. Oui. Donc le jeune médecin est habitué, il n'est pas habitué à innover du tout. L'enseignement de la médecine, en plus il n'y a pas d'enseignement du stress oxydant, par exemple, de l'origine bactérienne de ces maladies. Donc il y a effectivement beaucoup à faire de ce point de vue-là. Je pense qu'ils vont changer l'éducation. Je pense qu'il y a d'ailleurs un petit progrès en ce sens qu'il y a un master, on peut dire anti-RH, si on peut dire, sur le stress oxydant qui va se créer au niveau européen. C'est déjà un progrès. Et je pense que les politiques auraient un rôle très important en favorisant financièrement, si vous voulez, cette médecine nouvelle, médecine de prévention. Qui résoudrait en effet, comme vous le disiez tout à l'heure, non pas tous les problèmes qui se posent au remboursement des soins de plus en plus complexes, mais en tout cas qui permettrait probablement d'en éviter pas mal. Oui, qui aurait des effets à long terme très positifs sur le déficit de la sécurité sociale. Exactement. Et malheureusement, là aussi non plus, je ne trouve pas beaucoup d'écho en France. Oui. Il y a un vrai problème de monopole de l'information aussi, il faut quand même le savoir. Bon, c'est à mon avis, la façon de contourner cette difficulté passe quand même par le grand public, même si c'est quelque chose de difficile, parce que le grand public n'est pas forcément apte à recevoir toutes les informations. Mais tant qu'il n'y aura pas une pression, d'une manière ou d'une autre, du grand public sur les décideurs, je crois qu'on n'avancera pas beaucoup, parce que absolument, c'est un problème de base. Effectivement. Donc ça va venir, mais très lentement et progressivement. Voilà. Et malheureusement, au début, ce sera les gens riches qui en bénéficieront, parce qu'ils pourront payer des tests qui ne sont pas remboursés. Exactement. Et alors qu'il faudrait que ça soit étendu évidemment à toute la population. Je dois dire qu'on est vraiment très conservateur en France. Par rapport, là, je voyage beaucoup, je donne des conférences. Là, je reviens du Portugal, où il y avait un congrès justement sur ce sujet. Ben, j'ai eu des tas de demandes de la presse, de mes collègues. Enfin, il y a un mouvement qui se crée. Et en France, malheureusement... La France est un pays qui dort actuellement, mais il va se réveiller un jour ou l'autre. Je l'espère. Enfin, j'ai toujours des initiatives en France, d'ailleurs. Bien sûr. Vous avez encore des activités en France Oui, tout à fait. Bon. Alors justement, nous travaillons sur une nouvelle technologie qui permet de détecter des infections bactériennes ou virales à un très bas niveau.
pour des bactéries pathogènes. Ce qui serait évidemment un immense progrès. Alors, qui justement s'attaque à la polyarthrite rhumatoïde, éventuellement à la maladie d'Alzheimer, avec des médecins aussi très compréhensifs. Donc il faut évidemment, tout ceci se passe aussi avec des cliniciens. Il y en a quand même qui sont très ouverts. Ce qu'il y a également de frappant dans votre ouvrage, c'est que le grand scientifique mondialement reconnu que vous êtes n'hésite pas à dire que certains réprouvés, je pense en particulier à Jacques Benveniste, de la mémoire de l'eau, qu'y a-t-il d'autre encore? Vous citez également le cas de ce chercheur de Pasteur, Beljanski. Vous ne les réprouvez pas, vous ne dites pas non plus qu'ils ont forcément raison, mais en tout cas, c'est quand même intéressant de voir quelqu'un qui est dans le sérail et qui ne leur jette pas la pierre. Alors qu'il faut quand même savoir, vous le savez évidemment mieux que personne, mais nos téléspectateurs ne le savent peut-être pas, ces gens ont été poursuivis, mais comme des malfaiteurs. Enfin, en tout cas, Beljanski, c'est son cas. Oui. Ça, c'est quelque chose de quand même d'assez choquant. Là, je vais vous citer aussi une anecdote, c'est que à la fin de sa vie, François Mitterrand souffrait de plus en plus de son cancer de la prostate, et avait fait appel à des produits Beljanski. Donc tant que Mitterrand était vivant, Beljanski n'a pas eu d'enduit. Et dès qu'il est mort, hop, à ce moment-là, on s'est précipité sur lui. On lui est tombé dessus. Et alors, justement, vous parlez de la mémoire de l'eau, qui, bon, on a évidemment, Benveniste a été moqué au-delà du raisonnable, d'ailleurs, par certains. Mais au fond, si on accepte l'idée que l'homéopathie a une certaine efficacité, il est difficile de le nier, même si on n'a pas trouvé les raisons. Un jour ou l'autre, tout ceci s'expliquera d'une façon très scientifique, très rigoureuse. Il n'y a pas c'est pas du mystère, n'est-ce pas? Mais l'attitude actuelle de beaucoup de scientifiques, c'est de dire s'ils ne comprennent pas un phénomène, ils l'éliminent, il n'existe pas. Et alors, il se trouve c'est une très grande erreur contre l'esprit épistémologique scientifique. Et alors, vous parlez aussi des animaux dans votre livre, ce qui me fait penser, justement, c'est l'homéopathie, parce que il se trouve que j'ai pas mal de confrères qui mettent en cause l'homéopathie, et nous avions un chien que son vétérinaire soignait par l'homéopathie. Il n'y avait aucun effet placebo. Il prenait son médicament sans savoir qu'il le plaît. Les chevaux également. Alors vous parlez de vos chats. Alors vous avez eu beaucoup de chats dans votre livre, vos enfants avaient chacun un chat, et vous-même aussi, si j'ai bien compris. Tout le monde avait un chat. Tout le monde avait un chat, et donc vos chats ont subi évidemment des troubles graves, des cancers, parce que la pelouse était traitée avec des produits anti-mousse. Voilà. Donc, il faut faire attention. Et c'est pour ça que les chats se purgent avec un herbe. Et tous, ils sont tous passés. Mais vous citez quand même le cas d'une de vos chattes qui a contracté donc, un cancer du pancréas, qui est quand même une forme particulièrement péjorative, et qui a été opérée donc, par le vétérinaire, et qui, à force de soins, de gentillesse, a fini par guérir. Qui a été opéré, c'est-à-dire que on a fait ce qu'on appelle l'aparatomie, on l'a ouvert, et le vétérinaire a fermé parce qu'il n'y avait rien à faire. Voilà. Et cette chatte, effectivement, a survécu 10 ans de plus. Voilà. Et donc, ce qui prouve que, finalement, la science doit être modeste. Absolument. Même s'il arrive que... Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignore encore pour expliquer, justement, les maladies, la vie elle-même, n'est-ce pas? L'origine de la vie est très mal perçue. Très mystérieuse. Mais est-ce qu'il n'y a pas un gros inconvénient, justement, quand on parle de sciences modestes, à encenser les scientifiques comme ils le sont? Bon, quelqu'un comme vous et comme d'autres sont devenus d'immenses vedettes médiatiques. Non, ce sont les footballeurs et les chanteurs de rock qui sont les stars, c'est pas les scientifiques. Vous n'êtes jamais conduit comme une star, mais je connais un certain nombre de scientifiques qui ont fini par devenir des stars à peu près équivalentes aux vedettes du showbiz. Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait à ce moment-là l'état d'esprit propre à susciter la modestie nécessaire à la démarche scientifique. Moi, je ne refuse pas non plus les médias parce que je pense que c'est important de communiquer, de faire passer ces messages au public, et ce qui n'est pas très facile parce que la science devient de plus en plus compliquée. Et le public, certainement le public français, est assez loin des sciences, n'est-ce pas? En plus, a une certaine idée péjorative, parfois les OGM, etc. Donc on se méfie un petit peu des savants fous, n'est-ce pas? Donc la science n'a pas très bonne réputation et on n'écoute pas trop les messages des scientifiques. Pourtant c'est effectivement très important et bon, en tant que formation médicale, moi j'ai aucun problème si vous voulez expliquer que ce que l'on fait est utile, n'est-ce pas? Bien sûr. Et servir à la santé de tout le monde. Tout le monde doit être en bonne santé, quel que soit sa religion, ses croyances, ses engagements. On veut tous être en bonne santé. Bien sûr.
Donc en fait, nous retombons, là encore, dans le problème de la communication, qui est un problème majeur. Pour faire évoluer les choses, il faut communiquer. Il faut savoir communiquer. Ça fait partie du métier de scientifique, il faut savoir communiquer, il ne faut pas raconter des salades. Voilà, exactement. Et on a tendance, parce que justement, pour avoir de l'argent, il y a une tendance, si vous voulez, une pression pour exagérer un petit peu ce qu'on fait. Et est-ce que les études actuelles que l'on fait, vous êtes à la fois médecin et biologiste, mais est-ce que ces études disposent quand même à avoir, je dirais, l'état d'esprit nécessaire pour avancer dans la découverte d'un certain nombre soit de pathologies, soit de traitements? Parce que finalement, tout ça est très stéréotypé. Je parle un petit peu dans mon livre de la perversion de la science moderne, dans ce sens qu'elle est de plus en plus compartimentalisée, chacun travaille dans son petit coin et ignore un petit peu ce qui se passe dans les autres domaines à côté. Et en plus, donc, travaille pour avoir de l'argent. Pour faire la moitié du temps d'un chef de laboratoire et passer à écrire des rapports et des demandes de subventions. Et donc c'est au détriment de la recherche, de l'innovation. Donc on a moins d'innovation et en plus il y a cet état d'esprit en France d'être plutôt suiviste. On attend un peu ce qui se passe de l'autre côté. Je l'ai vécu pour l'histoire du sida, des virus du sida, mais c'est toujours une tendance actuelle. C'est toujours. Alors ce qui change quand même, le monde se globalise, bien sûr, c'est une appellissade, maintenant de le dire, mais aussi en sciences. Donc on a pas mal de chercheurs stagiaires venant des pays en voie de développement ou émergents, indiens, chinois, et donc ça fait des armées un peu je les appelle même des esclaves, parce que ces stagiaires ont une situation très précaire dans les laboratoires du Nord, les laboratoires américains notamment. On peut les mettre à la porte du jour au lendemain, c'est tout pas ce qu'on cherche, donc ça donne une mauvaise couleur, on peut dire. Enfin, ils sont bien sûr très utiles, mais il faut quand même garder, je pense qu'un chercheur, un chef de laboratoire doit garder sa emprise directe, son laboratoire, les recherches qui sont faites, de façon à éviter des déviations, des erreurs, parfois des fraudes. Donc il faut avoir un œil à tout, et finalement rien ne vaut la présence, et rien ne vaut le fait de faire beaucoup de choses par soi-même. Vous racontez d'ailleurs comment on vous a dit, on a accusé à un moment d'avoir finalement fait travailler d'autres, etc. Mais vous expliquez comment il s'est agi. J'ai mis la main à la pâte, et le premier jour surtout, c'est très important. Et vous avez mis en particulier, vous avez pris le risque de vous attaquer au virus du sida, je crois que c'est Willy Rosenbaum qui vous avait envoyé un ganglion, en fait, et donc vous l'avez découpé vous-même. Oui, parce qu'il était très dur et il fallait quand même garder les cellules intactes. Et le danger, ça pouvait être dangereux. Ça pouvait être dangereux. Madame, mademoiselle, monsieur, il va falloir mettre un terme à cet entretien passionnant parce que le temps tourne et que nous disposons en tout et pour tout d'une heure. Donc je vais remercier bien sûr le professeur Montagnier de nous avoir fait part de toute sa science, une toute petite partie de sa science en une heure. On n'a pas épuisé le sujet. Je vais vous rappeler bien sûr ce livre qu'il faut absolument lire, Luc Montagnier, Les combats de la vie, aux éditions Jean-Claude Lattès. Et une fois que vous l'aurez lu, vous serez d'abord plus savant et peut-être trouverez-vous dans ces colonnes, dans ces pages, l'occasion d'avoir une meilleure prévention et d'avoir peut-être l'occasion de consommer un certain nombre d'autres médicaments un peu plus innovants et un petit peu moins destructeurs parfois. Qui sait? Peut-être aurons-nous fait progresser un tout petit peu la santé publique. En tout cas, c'est une ambition que bien modestement nous essayons de poursuivre. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous avoir suivis. Je souhaite vous retrouver très prochainement sur nos écrans. Et en attendant, soyez heureux, portez-vous bien si possible, et grâce au conseil du professeur Montagnier, et vive la France.